Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 28 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, est décédé à l'âge de 98 ans, ayant joué un rôle clé dans la formation de l'Europe contemporaine. Il a contribué à des initiatives telles que le marché unique, les accords de Schengen et le lancement du programme Erasmus. Malgré sa popularité, il avait refusé de se présenter à l'élection présidentielle de 1995. Et un grand soulagement pour la famille de Lola. Cette adolescente de 15 ans, portée disparue depuis le 18 décembre, a été retrouvée saine et sauve le jour de Noël. Aucune information n'a été révélée concernant les circonstances de sa disparition. La jeune Lina, disparue elle depuis le 23 septembre, n'a toujours pas été retrouvée malheureusement. Et à propos de la pénurie d'amoxicilline, l'Agence nationale de sécurité du médicament annonce que les livraisons sont en cours chez les grossistes répartiteurs. En cas de non-disponibilité, les pharmaciens pourront fournir une préparation adaptée pour les enfants de moins de 12 ans. Et France Travail va succéder à Pôle emploi à partir du 1er janvier. Selon le gouvernement, ce nouvel organisme devrait renforcer le suivi des demandeurs d'emploi. Les bénéficiaires du RSA seront automatiquement inscrits et devront réaliser au moins 15 heures d'activité d'insertion professionnelle par semaine. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de réduire le chômage à 5% d'ici la fin du quinquennat. Et une bonne nouvelle pour tous les centres équestres de France, la TVA sera uniforme et c'est le taux de 5,5% qui s'appliquera pour l'ensemble des activités. La TVA avait augmenté partiellement en 2013 suite à des directives européennes. Ce retour à la normale pour les centres équestres marque aussi la fin d'un flou fiscal qui compliquait les comptes au point que certains agents de contrôle eux-mêmes n'étaient pas au clair sur le taux à appliquer, selon que la prestation était considérée comme une leçon ou comme une location d'équidé. Et dans l'Orne, un chasseur de 44 ans a été mortellement atteint par un tir lors d'une battue au sanglier à Ferrières-la-Verrerie. La victime, un agriculteur de Saint-Gauburge, est décédé sur place. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va revenir sur l'actualité au Moyen-Orient. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongeons au cœur des tensions au Moyen-Orient, où la confrontation entre Israël et le Hamas persiste et semble s'étendre au-delà de la bande de Gaza. Alors, face aux pressions internationales visant à réduire l'intensité des opérations à Gaza, Netanyahou a réaffirmé que la guerre se poursuivrait jusqu'à son terme. Pour lui, le maintien de la pression militaire est essentiel pour libérer les otages restants. Mais la complexité de la situation se révèle. Le nombre de victimes, les tensions internationales et la résistance inattendue du Hamas compliquent la situation. Mais surtout, la guerre semble malheureusement se transformer en un conflit régional. En effet, mardi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué que les forces israéliennes avaient riposté à des attaques menées récemment par des forces adverses en Irak, au Yémen et même en Iran. Il a également laissé entendre que l'armée israélienne avait frappé des cibles au Liban et en Syrie et qu'elle avait effectué des raids sur des sites en Cisjordanie. Voici les détails. Mardi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a laissé entendre que le pays avait riposté en Irak, au Yémen et en Iran aux attaques menées contre lui. Il a déclaré, je cite, « Nous menons une guerre sur plusieurs fronts et sommes attaqués sur 7 théâtres. Gaza, le Liban, la Syrie, la Judée, la Samarie, l'Irak, le Yémen et l'Iran. Nous avons déjà réagi et pris des mesures sur 6 de ces théâtres. Des panaches de fumée se sont élevés au-dessus de la zone frontalière entre Israël et le Liban mercredi 27 décembre. Le Hezbollah échange des tirs à la frontière depuis que le Hamas a mené son attaque sur Israël en octobre. Les forces de défense israéliennes ont confirmé mercredi qu'elles avaient intercepté un certain nombre de lancements identifiés comme provenant du Liban. Au Yémen, les Houthis alliés de l'Iran ont lancé des missiles à longue portée et des drones en direction d'Israël et attaqué des navires en mer Rouge. De son côté, l'Iran, ennemi juré d'Israël, qui soutient le Hamas et le Hezbollah libanais, a utilisé des missiles à longue portée et des drones contre Israël.
En Irak, une milice pro-iranienne a déclaré la semaine dernière avoir abattu un drone au-dessus de la ville portuaire d'Eilat dans le sud d'Israël. Mardi, lors d'une intervention télévisée à la frontière de Gaza, le chef d'état-major israélien Herzi Haveli a déclaré aux journalistes que la guerre se poursuivrait pendant de nombreux mois. Avec la multiplication des acteurs participant au conflit, la résolution semble plus qu'incertaine. Il faut savoir que ces confrontations prolongées pourraient avoir des répercussions profondes et durables, tant sur la région que sur l'avenir des pourparlers de paix. Car malgré les objectifs clairs d'Israël, la destruction totale de l'organisation semble lointaine. De leur côté, les forces de défense israéliennes affirment avoir tué quelques 8000 agents du Hamas à Gaza et près d'1 millier de terroristes. Mais avec plus de 20 000 morts à Gaza, si on en croit les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, la guerre risque de radicaliser une nouvelle génération. Et par le passé, les tentatives d'éradication de groupes similaires ont démontré leur capacité à ressurgir après une pression armée. Dans cette dynamique, et étant donné le soutien international dont bénéficie le Hamas, la simple dégradation de ses capacités ne ferait que repousser le problème, mais à plus tard. Alors que le prix à payer pour son anéantissement total est inestimable. Inutile de dire que le dilemme est cornélien, mais pour Netanyahou, le choix est fait. L'histoire décidera si c'était le bon. Je vous remercie. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. La Finlande et les États-Unis ont signé le 18 décembre un accord de coopération en matière de défense qui permettra à l'armée américaine d'avoir un large accès au territoire de la nation nordique et de fournir rapidement une aide militaire à la Finlande en cas de conflit. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré qu'une fois entré en vigueur, l'accord permettra aux militaires de coopérer de manière plus efficace en ayant davantage d'occasions de s'entraîner. Et dans l'affaire Epstein, une avancée prometteuse pour tous ceux qui souhaitent que la lumière soit faite. Loretta Preskal, juge au tribunal fédéral de Manhattan à New York, a ordonné la divulgation publique des identités de quelques 180 personnes liées au réseau du pédocriminel américain. Les dizaines de noms que la magistrate veut voir révélés sont ceux de victimes du financier accusés de crimes sexuels, mais aussi ceux de proches et de complices présumés d'Epstein. On reviendra plus en détail sur cette affaire dans les prochains jours. Et en Afrique, un massacre a eu lieu au Nigeria dans des villages à prédominance chrétienne. Au moins 160 tués, plus de 300 blessés, de nombreuses maisons incendiées. Ces attaques organisées ne sont pas les premières et ne seront malheureusement sans doute pas les dernières. Rongé par l'islamisme, le Nigeria recense à lui seul 90% des assassinats de chrétiens à travers le monde. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. La Chine s'approvisionne de plus en plus en minerais de terres rares au Canada. Ce minerai provient d'une mine qui était autrefois considérée comme un symbole d'indépendance par rapport à la chaîne d'approvisionnement chinoise. Qu'est-ce qui a conduit à ce changement radical ? Des représentants du Canada, des États-Unis, de l'Australie et de la Norvège ont annoncé le lancement de la mine de terres rares de Nechalacho il y a environ 2 ans. À l'époque, ils s'étaient engagés à garantir un approvisionnement en matières premières à base d'éléments de terres rares provenant d'une source responsable et indépendante de la Chine. Ce minerai de haute qualité était initialement destiné aux chaînes d'approvisionnement d'Amérique du Nord et d'Europe. Mais une nouvelle source d'investissement semble avoir influencé ce changement. Au début du mois, le mineur chinois de terres rares Changhe Resources a conclu un accord avec Vital Metal, le propriétaire de la mine. Changhe a accepté d'acheter une partie du minerai de la mine et a investi 4 millions de dollars pour acheter une part d'environ 10% de Vital Metal. Cet accord a sonné l'alerte parmi les politiciens canadiens. À la Chambre des communes du Canada, le Comité permanent de l'industrie et de la technologie a adopté une motion. Elle demande au ministre canadien de l'Industrie de procéder à un examen de la question sous l'angle de la sécurité nationale. Mais comme Vital Metal est une société australienne et que le gouvernement australien a déjà approuvé l'accord, la partie canadienne pourrait ne pas avoir beaucoup d'influence là-dessus. C'est tout pour moi, merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec une idée de visite. Pourquoi ne pas aller voir le château de Maisons Laffitte
un bijou du classicisme français, œuvre de l'architecte François Mansart. Ce château du XVIIe siècle impressionne par sa majesté et son élégance. Observé jusque dans ses moindres détails, il est l'incarnation de prouesses techniques remarquables. Visité par des personnalités telles que Louis XIV, Napoléon et le maréchal Jean Lannes, le château de Maisons Laffitte a joué un rôle important dans l'histoire de France. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.